Géographie Action. Comment l'association Isaac Tiffench a réussi à améliorer un réseau de bus urbain. Ici, la retranscription d'une conférence qui a eu lieu au Festival de la géographie de Saint-Dié le 5 octobre 2025. Donc, puisque cette conférence a ce thème-là, et puisque elle est faite dans le cadre de l'action de l'association des professeurs d'histoire géo, en tant que professeur d'histoire géo, je me dois bien entendu de commencer par une définition, c'est-à-dire la définition de la géographie action, justement. La géographie action, c'est quand les connaissances géographiques permettent d'agir à l'échelle collective sur un territoire. On peut aussi prendre cette réalité à contrario en réalisant que sans connaissance géographique, l'action sur le territoire n'est pas possible ou alors vouée à l'échec. Je fais même l'hypothèse qu'une très grande partie des erreurs politiques à toutes les échelles et des erreurs d'aménagement en particulier, des erreurs qui sont faites, sont issues d'une mauvaise connaissance géographique. Donc c'est valable à toutes les échelles et ici on se focalise sur la grande échelle. À l'échelle du réseau de bus de Thionville, de très mauvais choix ont été faits avant et durant l'année 2020. Donc comment une petite association d'usagers a-t-elle pu réussir à infléchir la mauvaise dynamique de gestion d'un réseau de bus? C'est ce que nous allons voir. Donc tout d'abord, organiser un collectif et puis comprendre un réseau de bus. Donc le point de départ, c'est un réseau catastrophique en 2020. Donc là, on peut voir une manifestation spontanée qui a eu lieu en septembre 2020. Pourquoi? Parce qu'un réseau catastrophique a été mis en place ou brutalement dans le bassin de Thionville-Fench, donc, où brutalement on a décidé de supprimer approximativement 30% des bus circulants. Et donc ça a donné une catastrophe avec certains collèges qui n'étaient plus accessibles par certains collégiens, certains lycées qui n'étaient plus accessibles par certains lycéens qui venaient d'autres villes, un système soi-disant de correspondance qui ne fonctionnait pas, parce que là j'entre un petit peu dans la technique d'un réseau de bus. Pour qu'il y ait véritablement correspondance, il faut que le bus suivant attende le précédent avant de partir, ce qui n'était pas le cas. Donc résultat, il y a minimum une vingtaine de milliers de réclamations qui auraient été reçues à ce moment-là par le réseau de bus, qui s'appelle actuellement Temo, et qui n'a pas été traité, mais au contraire effacé. Donc plusieurs pétitions ont récolté des milliers de signatures, et l'idée de fonder une association est arrivée rapidement. Elle a été prise en main par un candidat à la mairie de Thionville qui s'appelle Yann Rutili. Et résultat, cette association est fondée 3 mois après cette catastrophe de 2020, de l'automne 2020. Alors, de quoi parle-t-on? Là, il faut aller du côté de la géographie pure, en précisant qu'ici, on est dans le bassin Thionville-Fench. Je précise ce que c'est. Ici, on voit la ville de Thionville qui est au centre. Sur la rive droite de la Moselle, la ville peuplée de Yutz, 15 000 habitants, Thionville fait 40 000. Plus au sud de Guénange, avec quelque chose comme 6 000, 8 000 habitants. Et puis ce grand crochet-là, qui est autour de Thionville, c'est la vallée de la Fench, avec des villes très peuplées. On voit beaucoup de grilles, beaucoup d'urbanisation. Florange, plus de 10 000 habitants, Ucange, 8 000, Cérémont, Gerzange, Hayange, Knutange, Algrange, Nilvange, bref, ce qu'on appelle aussi la vallée des Anges, c'est-à-dire la vallée de la Fench. Et puis, donc, tout ça, ça forme un territoire qui, mine de rien, est quelque part entre la 50e et la 100e aire urbaine de France. Aujourd'hui, on parle d'aire d'attraction urbaine, c'est à peu près le même, on arrive à peu près sur le même classement, c'est-à-dire finalement une assez grande agglomération à l'échelle du pays. Alors, pourquoi alors, le réseau de bus Temo, lui, couvre encore plus que ces 176 000 habitants de l'aire urbaine de Thionville, puisqu'il va jusqu'à la frontière luxembourgeoise, qu'on voit ici, et il recouvre 54 communes, donc presque 250 000 habitants, ce n'est pas rien. Donc pourquoi une telle densité ici? Ça, on le voit, les géographes qui ont un regard exercé sur les cartes IGN, voient qu'on a un relief ici de Cuesta, c'est la côte de Moselle,
hein. Et cette côte de Moselle, une des dernières auréoles concentriques du bassin parisien, a à son pied la fameuse couche de minette de Lorraine, donc c'est-à-dire minerai de fer, qui a été exploitée depuis des centaines d'années. Et ça a accumulé la population dans cette vallée de la Fensch en particulier, avec des mines, avec des usines sidérurgiques, des hauts fourneaux qui se sont accumulés depuis donc des centaines d'années, hein. Donc jusqu'en 2020, cette agglomération est irriguée, desservie par un réseau de bus qui s'appelle la Transfensch, et depuis le lendemain de la guerre en fait, hein. Ce réseau de bus Transfensch fonctionne très bien, et il est un peu normal qu'il fonctionne très bien puisqu'il est financé par les grandes entreprises sidérurgiques à l'époque. Puisqu'elles n'existent plus, c'est un peu logique qu'à un moment, les moyens se sont réduits. Et c'est une des explications de la catastrophe de 2020. Donc, du point de vue de notre association, pour y revenir, le premier problème qu'on a à surmonter à la fin de l'année 2020, c'est un mur, un argument qui revient sans cesse, c'est le mur du « il n'y a plus de sous », hein. Et donc, il est assez facile à surmonter pour nous, puisque la première action de notre association, des membres de l'association, ça a été de comprendre ce qui se passe, et donc de réaliser qu'il y avait grosso modo des fuites d'argent un petit peu partout. Donc comprendre ce qui se passe, ça s'est fait comment? Ça s'est fait par plusieurs moyens, mais notamment l'étape la plus aboutie, certains membres de l'association ont participé à la rédaction d'un contre-projet qui a beaucoup fait parler, qui a beaucoup permis au débat public de se maintenir à ce moment-là et de se transformer en un débat sur qu'est-ce qui est le meilleur, hein. Donc ça a été plutôt une réussite. C'est la rédaction d'un contre-projet qui a été donc fait par les groupes de la France Insoumise du coin, de la vallée de la Fensch et de Thionville. Ça a été rédigé par 4 personnes, dont moi à cette époque. Le reste de l'association a relayé l'information. Donc il s'agissait de quoi? D'un petit livret de 42 pages, sérieux, qui a été édité en 100 exemplaires, qui est en ligne. Là on voit un petit peu comment ça se présente en ligne, et puis qui permettait l'essentiel de ce travail, c'était de permettre aux gens de montrer qu'il y avait une alternative, hein. Une alternative à simplement la réduction du réseau. Et puis secondairement, de faire comprendre en creux les erreurs du passé, et dont la principale, là il faut commencer à parler du principal problème, c'est la mise en place un peu avant 2020 d'un projet absolument démesuré, qui est la construction de 2 nouveaux ponts pour les bus sur la Moselle et au-dessus des voies SNCF, pour officiellement à l'époque 30 millions d'euros, mais les travaux révéleront, et ça on l'avait vu venir nous, que c'est beaucoup plus, puisque ça coûte finalement 75 millions d'euros, ce n'est pas rien. Donc à ce sujet, durant l'année 2021, le débat sur ce grand projet prend un tour très politique, puisque le président de l'association de l'époque, Yann Rutili, porte des accusations publiques de corruption, puisque les ponts vont être construits en réalité plutôt, c'est ce qu'il dit, pour desservir une nouvelle zone résidentielle, hein, autour de la gare. Et puis une accusation de favoritisme, puisque au moment de la passation d'un marché de délégation de service public, il se trouve que Keolis est choisi pour desservir ce réseau de bus, alors que son offre est de 17 millions par an à ce moment-là, et que ses concurrents étaient moins chers, par exemple Transdev 14 millions. Bref, le président est attaqué en justice, il doit payer des avocats, il démissionne, et me voilà à la tête de cette association avec la mission de travailler de manière plus consensuelle. Voilà, donc il faut préciser que depuis, les procès ont été gagnés par l'ancien président. Et donc nous reprenons donc dans notre association le problème des ponts avec ce genre de visuel. Alors il y a plusieurs problèmes que nous abordons bien entendu, et ce genre de visuel met en évidence le fait que si on construit des ponts qui font des détours autour de la gare, vous voyez, l'itinéraire est plus long que le pont qui existe actuellement. Donc l'idée d'un contre-projet, c'est que notre association soutenait à l'époque,
c'est le passage plutôt par le pont des Alliés qui est au centre-ville de Thionville, qui existe déjà, qui a 2 fois 2 voies. Et il faudrait avoir le courage politique de consacrer une des 2 voies dans chaque sens au bus, ce qui est fait dans tous les autres réseaux de France sauf ici. Donc voilà, ça coûterait bien entendu beaucoup moins cher. Donc on a compris des éléments géographiques que l'on a diffusés au fur et à mesure de notre association. Donc du côté de la géographie quantitative, bien, on a réussi à placer la performance du réseau de bus Thionville-Fensch dans une moyenne française. On voit que c'est très mauvais, hein, avec un comparatif qui est stupéfiant. C'est la ville de la catégorie de population correspondante, Tours, qui a les meilleures performances. 138 fois par an, un habitant de Tours prend le bus en moyenne, alors que pour Thionville-Fensch, ce n'est que 18%, 18 fois. Hein. Pour la moyenne française, 70. Okay. Donc on comprend ce genre de choses, on diffuse ce genre de choses, ça permet d'alimenter le débat public et de faire prendre conscience à beaucoup de monde du fait qu'il est possible d'améliorer les choses. Il y a une belle marge de progrès, comme on dit, avec un réseau aussi peu performant. Deuxième chose qu'on se rend compte, c'est peut-être un petit peu plus technique du côté de la géographie, mais c'est la forme du réseau. Géographie, qui dit géographie, dit réseau, logique réticulaire. Et en fait, pour Tours, ici, que l'on compare avec Thionville, ici, sur cette illustration, on a les densités de la population. Donc, bien entendu, plus un quartier est dense, plus il va être rentable de mettre des bus. Alors, la forme du réseau, ici, est très différente dans les 2 cas. Hein, on explique un petit peu pourquoi Tours a une facilité naturelle, alors que notre réseau à nous, il a plutôt une forme de toile d'araignée un peu anarchique, et donc il est plus difficile à desservir. Hein. Tours, à gauche, là où il y a les meilleures performances en termes de réseau, ça s'explique en partie par les avantages du site, c'est-à-dire une ville qui est qui est bien hiérarchisée, avec une densité au centre, des densités moyennes autour. Donc il suffit d'installer ce qu'ont fait avec les années les habitants de Tours, donc des grands axes structurants qui sont très rentables, et puis ensuite des axes secondaires. Pour nous, c'est différent. Donc il fallait prendre conscience de cette réalité pour proposer des solutions qui soient réalistes, bien sûr. Hein. Voilà. Donc on a aussi réussi la complémentarité entre réseaux sociaux et puis associations réelles. On s'est rendu compte de ça. Donc il va de soi que l'action de cette association, elle est collective. Donc c'est le moment de présenter le petit comité qui, comme un petit orchestre, chacun joue de sa partition. Hein. Donc je présente les membres de notre comité, présents ou passés. De gauche à droite, Letty, qui travaille dans un supermarché, qui n'a pas de voiture et donc qui nous donne plein de renseignements. Julie Rebel, qui elle ne peut plus se déplacer, donc qui est vraiment dépendante des réseaux de transport. Derrière, on a Louis Petiot, qui lui est informaticien au Luxembourg, qui prend le bus et le train. Hein. Notre vice-président Jean-Yves Roger, qui lui prend le bus pour accéder au Luxembourg. Donc vous voyez des personnes très différentes qui chaque fois sont sensibles à d'autres réalités, hein, en fonction de l'usage qu'ils ont des transports en commun. Hakim Taret, qui lui a ses enfants qui prennent le bus tous les matins, comme moi. Et à droite, nous avons Rémi Lédiche, qui est un GGDB. Qu'est-ce que c'est qu'un GGDB? C'est un Google du bus. C'est-à-dire que Rémi, en fait, il connaît très bien, par passion, le détail du réseau de bus et du coup, il est capable de nous dire tout de suite les réponses techniques qui sont faisables et qui ne sont pas faisables. Donc, il joue un petit peu le rôle de sage dans l'association. Il nous aide à ne pas faire de bêtises. Par exemple, proposer, je sais pas moi, un nouvel itinéraire de bus. C'est lui qui nous dira, mais non, mais là, il y a un angle vif qui fait que les chauffeurs ne peuvent pas manœuvrer avec leur véhicule à cet endroit-là. Nous nous affilions aussi à la FNOT, Fédération nationale des usagers de transport, qui est particulièrement importante parce qu'elle porte
elle porte des revendications qui sont communes à toutes les autres associations qui, comme nous, fédèrent des usagers. La FNOT, beaucoup pour les trains. Il y a aussi des associations d'usagers de bus. Ok. Alors, bien entendu, je ne peux pas raconter toute l'histoire de l'association, ça aurait peu de sens. Par contre, puisqu'il s'agit de voir comment nous avons réussi à faire avancer les choses, je vais me focaliser maintenant sur ce que j'appellerais la bataille des ponts de Thionville. Hein, donc, cette histoire de pont là, entre échec et réussite. Alors, échec, pourquoi? Parce que finalement, ces ponts, ils ont été construits. Hein, nous, ce n'était pas ce qu'on avait voulu, on n'est pas aux manettes, donc ils ont été construits. On en a dénoncé le prix dès le début. Ça s'est tout à fait confirmé avec le dérapage du prix de 30 millions prévu à 75 millions. Quand les ponts ont été livrés en 2023, ils ont été construits dans la précipitation du reste. Donc, on a dénoncé le prix. On s'est rendu compte que on s'est rendu compte du fait que, en fait, c'est impressionnant, mais les bus ne pouvaient même pas se croiser dessus. Hein, qu'un virage était trop sec, donc les bus ne pouvaient pas s'engager non plus sur le bus, qu'il y avait un problème d'étanchéité, et la commission de sécurité, elle n'a pas donné l'autorisation d'exploiter ces ponts quand ils ont été livrés. Hein. Donc on se rend compte que les arguments que l'on développait là, donc là on entre sur la technique pour avoir prise sur l'opinion publique, hein, que chaque association rencontre, eh bien il a fallu la surmonter aussi, puisque les arguments qu'on développait n'étaient pas repris dans l'espace public, n'étaient pas sus. Alors on a fait un petit peu du happening, quoi. On s'est dit il faut faire des choses qui soient visibles. Alors première chose visible, c'est mon vice-président qui est spécialiste de ça, Jean-Yves Roger, là on le voit, qui fait des vidéos. Donc on a fait quelques vidéos qui sont beaucoup plus faciles dont les idées sont beaucoup plus faciles à diffuser que si c'est du texte. On a acheté une mascotte contre un bal, ici au moment où on a visité l'entrepôt de bus du TEMO, donc Keolis est l'opérateur de ce réseau. On a réalisé une manifestation, ici j'ai une capture d'écran avec une de la radio Ici Lorraine, hein, on avait écrit Stop au gaspillage d'argent public, voilà, une manifestation qui avait rassemblé une petite centaine de personnes. Bref, finalement, tous les médias du coin ont parlé de cette question. Ils ont parlé de nous aussi. Et on arrive à une certaine réussite. Et je dirais que la plus belle réussite, c'est quand même que les décideurs du TEMO se sont enfin focalisés, après quelques années de lobbying de notre part, à se focaliser sur seulement l'indicateur qui est valable, c'est-à-dire le nombre de montées dans les bus par an. Hein. Donc là, on voit l'évolution. Donc on a toute une époque qui maintenant est lointaine. Hein. Il y a plus de 10 ans, il y avait plus de 5-6 millions de montées par an dans l'agglomération. C'était à l'époque où c'était essentiellement financé par soit les usines, soit quelques bricolages. Et puis ensuite, on a ce réseau catastrophique et cette baisse brutale. Hein. Et actuellement, donc, on se retrouve avec une augmentation qui est encore fragile et qu'il faudra consolider. Hein. Voilà, donc petite réussite tout de même. Hein. Alors, on a finalement gagné dans la mesure où on a réussi à faire évoluer le réseau de bus. Sans l'action de notre association, il est vraisemblable, c'est une hypothèse, que les décideurs auraient choisi justement au contraire d'enterrer un petit peu l'affaire et de se limiter, de construire un réseau à minima, hein, calé sur seulement le transport de ceux qui sont comme captifs, prisonniers de l'utilisation du bus. Hein, mais a priori ce n'est pas le cas. Alors on a gagné, mais on a gagné quoi? Donc d'abord je voudrais parler des étapes, je voudrais présenter quelles sont les étapes d'une petite victoire. Et ça peut être un peu désespérant ce que je vais raconter, mais en tant qu'association, maintenant, ça y est, nous, on a compris que c'est comme ça que ça se passe et que c'est les étapes qu'il faut franchir. Donc, à Sérémanche, sur le réseau, il y a un ESAT avec pas mal de nos adhérents qui remarquent régulièrement qu'il y a des problèmes avec les bus et qui nous le font remonter. Et en particulier,
ici un changement d'horaire qui est intervenu il y a quelques années, toujours 2023, qui fait qu'au moment où ils sortent de l'usine, ils doivent attendre le bus plus de 20 minutes, presque 30, alors que juste avant, il y avait un bus qui passait à la sortie de l'usine 16h20. Okay. La proposition de changer un horaire n'a pas l'air d'être monstrueuse. Et pourtant, donc, ils ont téléphoné à l'organisme, ça ne fait rien. L'association a téléphoné, ça n'a rien changé. On a envoyé des mails, ça n'a rien changé. Okay. Il y a eu des interventions en réunion publique. Okay. Il y a eu des lettres particulières qu'il a fallu rédiger aux différents maires du coin pour que les choses changent enfin. Et après 6 mois, ça y est, victoire, là c'est le sens de l'image que l'on voit, le bus passe à la sortie de l'usine, 3 minutes après. Okay. Faut savoir que l'usine est juste en face par rapport à Staré. Et puis deuxième petite victoire que l'on a obtenue, c'est pas nous qui l'avons fait exactement, mais il y a eu une petite révolution de palais parmi les décideurs de ce réseau de bus qui s'appelle le TEMO, avec l'arrivée soudaine, tout d'un coup, d'un nouveau président. Il est jeune, c'est le plus jeune maire de France, il est maire de Florange, c'est Rémi Dick. Et puis avec lui, donc tout d'un coup, on avait un ton différent, c'est-à-dire qu'on avait des réponses à nos questions, on avait l'impression que ça y est, on avait des partenaires qui répondaient à nos questions. Et il a la couleur politique, les Républicains. La nouvelle équipe répond à nos demandes. Et puis, par exemple, avec la nouvelle équipe en place à la direction du TEMO, cet organisme, on a eu des réponses à ce genre d'énigmes qu'on avait. Vous voyez, ça c'est un bus en panne. Alors, dans les réseaux normaux de France, c'est ultra rare qu'un bus fasse à ses usagers le coup de la panne. Mais chez nous, c'était très fréquent. Les usagers nous le racontaient régulièrement. Ces photos-là, on en a plusieurs de nos usagers. Vous voyez. Et ils nous ont avoué qu'en fait, ça fait 10 ans qu'ils n'avaient pas acheté de nouveaux bus. Donc que des vieux bus, ça tourne en panne tout le temps. Sachant qu'un bus, 1 million de kilomètres, ça fait environ 10 ans. Au-delà de 10 ans, ça devient vraiment compliqué à gérer. Effectivement, il a fallu rajouter ce problème-là à gérer. On passe d'être fait avec l'achat de nouveaux bus enfin. Donc, deuxième aspect, un peu plus de bus, un peu plus de sous, un peu mieux utilisé. Donc, à partir du moment où l'ensemble des décideurs, où le débat public était posé sur la table depuis 2020, et à partir et ce débat public, il est resté vivant dans la région. Il y a eu un effet magique d'une certaine manière, qui est que les décideurs étaient tous au courant et ça y est, ils arrêtaient de voter n'importe quoi. Les fameux 60 délégués au TEMO qui prennent les décisions, qui sont pour la plupart des maires, des adjoints aux maires, des délégués municipaux, qui sont tous dans cette situation. Voilà, donc première chose, ils ont enfin décidé de financer correctement le nouveau réseau. Alors là, c'est le moment de montrer quel est le montage financier du fonctionnement d'un réseau. Peut-être que depuis le début de cette conférence, certains se demandent peut-être, mais au fait, qui c'est qui finance les bus? Parce que c'est cher tout ça, il faut payer les chauffeurs, payer l'essence et tout. C'est toujours la même chose, partout en France c'est la même chose. C'est une structure qui est à peu près comme ça, c'est-à-dire il y a un organisme qui est ce qu'on appelle l'autorité organisatrice qui récolte l'argent. Cet argent, il vient d'où? Il vient d'abord du versement transport. C'est quoi? C'est 1 à 3% de la masse salariale des entreprises de plus de 10 salariés. Donc c'est énorme dans notre région, dans notre secteur. Donc c'est essentiellement la centrale de Cattenom et ArcelorMittal qui versent des millions chaque année. Ensuite, subvention locale, c'est le versement des collectivités locales, communes, communautés d'agglo, c'est pris sur la taxe foncière et puis il y a les dotations de l'État aussi. Cette énorme masse d'argent, elle est utilisée pour acheter les services d'un prestataire. Ici, Keolis, c'est souvent Keolis ou Transdev, c'est très souvent ces quelques prestataires-là en France, qui ont pour mission, eux, de recruter des chauffeurs, de faire les plannings des chauffeurs et d'entretenir les bus. Okay. Alors, je fais une petite remarque sur le petit flot qui passe au-dessus, là, entre tickets et abonnements. Vous voyez que c'est peu par rapport au financement total. C'est la raison pour laquelle beaucoup de réseaux, beaucoup de citoyens réclament la gratuité. Puisque, après tout, arriver à la gratuité, c'est pas grand-chose. Les recettes de billetterie, ça n'est que environ 15 à 20%
des recettes des réseaux de bus. Hein. OK. Donc voilà, alors ça c'est le financement en 2018, vous voyez qu'il y a une date. Alors depuis 2018, on a un financement qui est beaucoup plus solide, puisqu'on arrive à 53 millions d'euros pour le fonctionnement. Hein, là, on avait 25. Et en plus des 53 millions d'euros, on a maintenant sérieusement engagé quelque chose comme 40 millions d'euros par an d'investissement, okay, pour améliorer la structure, la structure du réseau. Okay. Voilà, donc mieux utiliser, je veux dire quoi quand je disais plus de sous, mieux utiliser. Alors, deux améliorations je vais donner deux exemples d'améliorations qui ont été mises en œuvre. Tout d'abord, le TEMO a réussi à monter le ton, ils ont mis du temps à comprendre qu'il fallait le faire, et à mettre à distance leur prestataire Keolis. Pourquoi? Parce que depuis 2021, Keolis prend, ici il y avait écrit 17 millions d'euros, depuis ça a été revalorisé, c'est plutôt 20 millions d'euros par an, pour réaliser 3,9 millions de kilomètres. Hein, c'est énorme, hein, c'est 280 000 navettes aller-retour d'un terminus à l'autre par an. Hein, c'est 1000 navettes par jour, hein, c'est énorme. Donc il fallait faire 3,9 millions de kilomètres, or ils ne réalisent que 3 millions et quelques. Hein. Donc le TEMO, dans un premier temps, passait l'éponge et puis disait bon, c'est pas grave. Et restait sur l'argument, il n'y a pas de chauffeur de bus, on n'y peut rien. Sauf que c'est aussi ce que nous avons réussi à mettre en évidence. Ce même Keolis, dans d'autres réseaux, réussit très bien à avoir des chauffeurs de bus tous les jours. Donc c'est le problème du prestataire, ça. Hein. Et c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en évidence. Et finalement, donc, ce recours à la DSP, donc, il a été mieux rentabilisé, si j'ose dire. Okay. Deuxième petite amélioration, c'est la mise en place d'un système d'information géographique, SIG, qui s'appelle PISAE. Donc là, on voit, hein, par exemple, là, vous voyez, c'est bleu, là, le petit point. Donc, ça veut dire que je suis là. Vous remarquez que c'est le format d'un téléphone portable, c'est surtout les jeunes qui l'utilisent. Donc, je suis à Algrange Centre et j'attends mon bus. Je vois que mon bus S04 va arriver dans 3 minutes. Hein, bon, alors ce système ne fonctionne pas parfaitement, mais c'est déjà une amélioration. Ensuite, il y a encore des améliorations à faire et il faut simplement que je présente, dernier aspect un petit peu technique, puis ensuite on arrivera vers la fin de cette présentation. Un aspect un petit peu technique, donc ici, c'est un visuel qu'on en a fait circuler un moment, pour bien prendre conscience du fait que, en fait, un réseau de bus peu fréquenté n'est pas rentable du tout et coûte très cher, alors que ce même réseau de bus mieux fréquenté coûte moins cher. Je m'explique. Ici, on avait seulement 3 millions de montées de fréquentation en 2023. Donc, on a divisé le nombre de voyages par la masse d'argent utilisée pour le fonctionnement. On arrive à un coût unitaire de presque 10 € par voyage. Ça, c'est un réseau qui n'est pas rentable, qui coûte trop cher. Donc, on est obligé, à partir du moment où on fait fonctionner des bus entre les différentes villes du réseau, on est obligé de trouver les moyens de faire monter des usagers dans les bus. Hein. Et d'autant plus qu'il y a des créneaux horaires entre, par exemple, 9h et 11h où les bus circulent quasiment à vide. Hein. Voilà. Donc, les frais fixes sont les mêmes, c'est pour ces 33 millions d'euros. S'il y avait, et là on a pris la comparaison avec 2012, s'il y avait 3 fois plus d'usagers, ça coûterait 3 fois moins cher. Ça ne coûterait que 3 €. Et on a des réseaux en France où on est à peu près à 2-3 € coût réel. Hein. Donc c'est les réseaux les plus fréquentés, RATP, et puis des exemples comme Tours là qu'on avait donné. On s'est aussi focalisé sur la nécessité d'amélioration continue. Et l'amélioration continue, là les usagers, vraiment c'est eux qui disent jour après jour qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. C'est tout simple. Nous, on monte dans les bus, on voit que, par exemple, là en ce moment on est en train de développer on est en train de se rendre compte qu'il y a vraiment une problématique abribus. Alors là, petit hit parade des pires abribus du réseau, mais là sur les 1050, environ la moitié ressemble à peu près à ça. J'exagère peut-être, environ un tiers ressemble à peu près à ça. Des arrêts provisoires qui sont là depuis 10 ans, est-ce que ça vous donne vraiment l'impression,
ici, est-ce que ça vous êtes vraiment convaincu qu'avec ce genre d'arrêt de bus, il y a un bus qui va s'arrêter bientôt et qui va vous amener où il faut? Ça, par exemple, à Ucange, c'est là que sont ramassés une vingtaine de gamins tous les matins. Ok. Voilà, donc l'idée d'amélioration continue, voilà, avec des besoins spécifiques pour les PMR, des bus du dimanche, des bus tard le soir, c'est des choses qu'on est en train de réclamer, et qui amélioreraient le réseau. Donc ensuite, pour terminer, on pousse beaucoup à prendre conscience d'un aspect un peu, là on est un peu dans la géographie culturelle, je pense à des travaux de, ben là on peut peut-être mettre déjà la diaporama de bibliographie, à des travaux de Vincent Kaufmann, surtout Vincent Kaufmann là, qui a travaillé sur les mobilités, l'aspect culturel, c'est-à-dire lutter contre la pensée automobile. Hein. Alors je m'explique, la pensée automobile c'est quoi? C'est le fait que la plupart des élus du SMITU, en fait, compte tenu de leur âge, leur milieu social, sont habitués à la voiture, ne pensent pas en termes de transport en commun, ils ne pensent qu'en termes de voiture. Je donne deux exemples. En 2023, le maire de Thierville a refait à neuf tout un axe au centre-ville de Thierville où dont plusieurs lignes, dont la plus importante, la S20, passe, et aucun aménagement de bus a été fait. Hein. Alors, par aménagement, moi j'entends voie de bus qui était pourtant prévue dans le projet d'amélioration avec éventuellement un BHNS au loin. Ça, c'est typiquement la pensée automobile, ok? Un impensé, un oubli. Alors que on est toujours dans quelque chose qui est ambigu, puisque l'organisme de financement des bus, TEMO, a donné de l'argent pour cet aménagement. Autre chose, donc entendu du côté du Cange, la mairie du Cange réclame des bus, réclame des investissements du côté de la gare. Mais c'est pas forcément, jusqu'à il y a très peu de temps, c'était pas du tout même une demande de bus qui vont à la gare, c'était une demande de parking silo pour que les gens puissent garer leur voiture à la gare. Donc là, on est très loin de la volonté d'améliorer le réseau de bus. Vous voyez, ça c'est typiquement la pensée automobile encore. Ok ? Voilà, donc j'en arrive à la conclusion de cette intervention. Nous avons réussi à faire évoluer le réseau. Nous ne sommes pas les pilotes de ce réseau, bien entendu. Ces pilotes, c'est la fameuse autorité organisatrice TEMO, qui a des professionnels parmi eux, qui savent mieux calculer que nous les formes générales du réseau. Mais dans le détail, c'est nous, les usagers, qui sommes les meilleurs connaisseurs géographiques de la réalité. Donc, c'est nous, les partenaires privilégiés, qui pouvons apporter les meilleurs compléments pour les décisions à prendre. Pour l'enseignement de la géographie maintenant, puisque cette conférence est faite dans le cadre de l'action de l'APHG, Association des professeurs d'histoire-géographie. Donc là, le lien, je voudrais le faire avec, par cette géographie-action que nous venons de faire, et puis dans le cadre peut-être de l'EMC, où les élèves doivent comprendre comment on finit par agir sur une réalité. Hein. Voilà. Pour l'enseignement de l'EMC, donc l'action d'une association, c'est une excellente entrée, surtout quand elle touche ici, dans le cadre de cette association-là, une réalité que les jeunes connaissent, puisque avant d'arriver au collège ou au lycée, ils prennent le bus tous les matins et ils ne se posent pas la question de comment c'est financé, comment c'est organisé. C'est peut-être l'occasion de découvrir quelque chose de leur environnement, de leur proximité immédiate. Donc par le biais de cette association, nous avons réussi à mettre de la géographie dans l'approche comptable des décideurs. C'était fatigant, ça nous a vraiment coûté. Il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu des moments de difficulté, il y a eu beaucoup de fatigue, mais à ce jour, nous ne regrettons rien de ce que nous avons fait. Merci de votre attention.